Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait « Oui, mais t'es féminine. Comment tu peux être féministe et féminine? » Ça n'a rien à voir. Je veux être qui je veux. Et je veux avoir le contrôle de mon corps, de mon apparence. Puis si ça me tente d'avoir des faux ongles, je vais avoir des faux ongles. Puis ça m'appartient. C'est la liberté d'être, je pense, qui est fondamentale. Puis moi, j'aime les personnes qui sont libres. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, franchement, l'actualité donne tout un sens à l'épisode qu'on va réaliser. Bienvenue, Léa Clermont-Dion. Merci. Comment ça va? Ah, je suis fatiguée, mais ça va bien. Ça va bien quand même. Non, mais je t'ai fait un café. Énergisée d'être ici, oui. Mais en général, je dirais que je suis fatiguée. OK. Oui. En toute honnêteté, je te dis la vérité. Non, mais j'apprécie, puis je vais être moi aussi, je suis fatigué. C'est drôle, c'est le mois de, je sais pas c'est quoi, c'est le mois de mars-avril, on n'a pas assez pris de vacances. Comment ça s'explique? Moi, je suis fatiguée depuis que j'ai accouché une première fois en 2019, j'allais dire 2011, non. 2019, on dirait que, ouais, depuis que j'ai des enfants, je suis toujours fatiguée. Mais c'est aussi que, je sais pas, la vie va vite. OK, puis est-ce que tu fais du sport? Tout le temps. Puis malgré ça... moi, il faut absolument que je fasse mon sport, là. Sinon, je suis pas du monde. Peut-être même que j'ai un TDAH, mais j'ai besoin de bouger tous les jours. Et ça m'aide. Puis la fatigue, elle est physique, elle est psychologique? J'ai-tu l'air de me plaindre déjà? Ou... Non. Non, mais on en parle avec... Parce que des fois, je fais pas mal de trucs. Je pense qu'elle est mentale. Et en fait, si je ne fais pas de sport, comme tu vois, cette semaine, j'ai donné beaucoup de conférences, puis j'ai moins fait ma routine de sport. Et donc, ça m'a affectée physiquement. Mais sinon, j'ai vraiment besoin de courir, me remettre à la course. Je fais du pilates. Je suis cette personne qui fait du pilates et j'en ai tellement de besoin. Puis si justement je passe quelques jours, je suis beaucoup plus fatiguée. Et j'ai 2 jeunes enfants, donc... Puis, tu sais, je voulais te parler de ton postdoc, là. Tu fais tes chercheuses postdoctorales. Oui. Tu sais, t'en as peut-être beaucoup dans ton assiette aussi. Mais j'ai fini ça. Peut-être que j'y reviendrai éventuellement. Oui, mais en même temps, tout se nourrit. Tu sais, dans un équilibre de vie, moi, j'ai besoin... Je sais que les gens, des fois, ne comprennent pas ça, mais j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être dans l'action, puis j'ai besoin de créer. Je pense que toi aussi, ça te parle, là, cette espèce de triangle-là. Oui. Mais je pense que tu l'assumes un peu mieux que moi. Toi, tu as pris une distance, là, d'une certaine façon. J'ai pris une grosse distance parce que, par rapport même aux médias, parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je suis assez solitaire aussi, puis ça me fait du bien de prendre du temps. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais à la maîtrise, là, puis qu'on avait peut-être moins d'engagement. Ces moments-là, d'aller dans un séminaire de maîtrise, pas avoir trop d'engagement dans sa vie, c'est le fun. Puis moi, le temps, je le chéris. Mais là, tu vois, c'est sûr que c'est occupé, mais j'aime ça. Moi, la Léa Clermont-Dion que j'ai appris, que j'ai découverte il y a quelques années, c'était une fille qui était au front. T'sais, on pensait au féminisme, c'était Léa Clermont-Dion. Puis là, par la suite, c'est moi qui t'ai dit ça au téléphone l'autre jour. Tu me dis, tu m'as demandé un peu, je ne sais pas si c'est un challenge, mais tu me dis, qu'est-ce que tu penses de mon travail ou je ne sais pas si tu as suivi un peu ce que je fais. Puis j'ai dit, j'ai une hypothèse, tu me diras, mais j'ai l'impression que tu as pris une distance, que tu réfléchis, que tu te poses. Oui. Et ça, c'est la nouvelle, Léa. Oui, mais tu as raison, mais on dirait Léa 2.0. Il y a comme... C'est le fun qu'on parle de ça parce que c'est comme une étiquette que j'ai. Puis il y a quelqu'un qui est dans l'espace public, qui est moi, et les gens se font une idée. Positive, négative, mais ils se font une idée.
puis qui vient d'une jeune femme que j'étais, parce que ça fait 20 ans là, que je suis dans l'espace public, puis que quand j'étais adolescente, j'étais vraiment plus le poing en l'air, puis militante. C'est normal, j'étais plus jeune et tout, puis je pourrais l'être encore. C'est juste que ma trajectoire est différente. Puis j'ai été, à un moment donné, justement, épuisée de ça. Puis en fait, je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est sûr qu'il y a des trucs qui viennent me déranger, tu sais, des injustices, des violences. Tu sais, la violence, la souffrance, ça vient vraiment m'affecter. Mais j'ai envie d'entendre d'autres gens. Et donc, tu sais, quand les gens me disent tu es militante, je le prends, mais je ne suis pas activement engagée là, dans ces causes-là. Aujourd'hui, je suis plus dans la réflexion. Ouais. Puis je trouve ça correct qu'il y ait des mouvements sociaux puis qu'il y ait des gens qui soient engagés dans ces luttes-là. Moi, effectivement, j'ai décidé, en fait, quand j'ai eu des enfants, de prendre un pas de recul et j'en avais besoin. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas engagée socialement, c'est-à-dire, tu sais, comme par exemple avec différents projets, c'est sûr qu'il y a toujours une perspective et tout. Mais j'ai pas le besoin d'aller au front. J'ai pas le besoin d'être devant une caméra. À la limite, le plus loin je suis d'une caméra, le mieux je me porte. Tu as déjà vécu ça, là. C'est un peu la même. Ben, ça me rend pas heureuse. C'est pas ça qui me rend heureuse du tout, d'avoir de l'attention. C'est même à la limite, des fois, quand j'écris des livres, je me dis, ah, il va falloir que j'aille dans l'espace public puis défendre le projet parce qu'on veut aussi entrer en interaction avec des gens. Mais j'aime mieux être dans l'ombre, en fait. Oui, je comprends. Puis il n'y a pas quelque chose aussi d'incompatible entre l'idée de réfléchir, de laisser mariner des trucs pour qu'ils puissent mûrir, pour qu'ils puissent après s'articuler bien, et le fait d'être au front. Ouais, ben je pense que c'est un difficile équilibre. Tu sais, par exemple, toi, tu es dans les médias, Ouais. donc est-ce que tu sais, je sais pas, est-ce que tu réfléchis, tu trouves Ben moi, à prendre le temps de mûrir et je, méditer? je déplais à certaines personnes, des fois, qui font le même métier que moi, lorsque je dis que moi, je ne considère pas que je suis un intellectuel. OK. Je peux pas être un intellectuel. Je veux dire, je produis des opinions pratiquement sur commande. C'est-à-dire que, heureusement que je lis le soir, puis que que je fais un doctorat, puis que j'ai une tête bien meublée. Mhm. Mais je veux dire, c'est pas vrai que en 30 minutes, tu peux produire une pensée intellectuelle. Tu sais. Non. J'ai suffisamment de respect pour savoir que c'est pas ça. C'est autre chose. Puis il y a des gens, par contre, qui réussissent, qui sont peut-être, ils ont peut-être plus de matière grise que moi, mais moi, c'est un métier qui est trop proche du terrain et à un rythme tellement saccadé que je pense qu'il faut dire ce qu'on est. Je suis un chroniqueur, c'est tout ce que je Toi, fais. c'est ce que tu es. OK. Ben en fait, même à l'université, je pense qu'il est difficile de penser. Parce que l'université, à l'heure actuelle, oblige les personnes à produire énormément de recherches. L'expression anglaise dit publish or perish, c'est-à-dire que on est dans un roulement de production qui n'a pas de bon sens. Et avec l'intelligence artificielle, ça s'accélère énormément aussi. Donc, même à l'université, moi, je travaille dans un centre de recherche à Concordia. Je dois prendre du temps pour dire, ben moi, je lis là. Aujourd'hui, je ferme tout et je lis. Et ces temps-ci, j'ai moins le temps. Puis il y a des périodes où j'ai plus le temps, l'été, par exemple. Mais même, tu sais, quand on pense à la tâche professorale, d'enseigner, de faire de la recherche, de demander des subventions, d'encadrer des étudiants, c'est complexe. Ben oui. Moi, mon grand-père enseignait à l'université le droit fiscal. Je veux dire, il y avait pas la pression de publier autant. Ma directrice de thèse n'a pas publié comme on publie aujourd'hui. Tu sais, c'est des réflexions sur l'université qui sont importantes. Puis là, je travaille à l'université. Alors, est-ce que j'ai vraiment le temps de penser? Pas toujours. Il faut vraiment que je prenne du temps. Et en fait, c'est compliqué de prendre ce temps-là. C'est un luxe. C'est un privilège. Puis quand j'ai commencé mon doctorat, je pensais vraiment avoir tout ce temps-là. Je me faisais vraiment une image de l'université qui était Romantique un peu, idyllique, là. très romantique. Je veux dire, moi, si tu veux me rendre heureuse, donne-moi un livre, un bain chaud, puis du temps. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais, ouais, Puis ouais. finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Bref, j'essaie de toutes les façons possibles de me trouver du temps pour justement absorber puis essayer de comprendre le monde dans lequel je vis. Et donc, va falloir éventuellement que je délaisse encore plus les réseaux sociaux.
j'aime pas beaucoup les réseaux sociaux. Là. Ça me gruge beaucoup d'énergie. Puis ça, c'est la fatigue. Donc, quand je suis fatiguée, je peux pas lire. Non, Je peux non, pas, je sais. C'est comme un je peux cercle pas infernal. penser, là. Mais il y a pas, par contre, un petit risque, je te le décris, c'est le suivant. Moi, l'autre jour, je parle avec quelqu'un, pas intéressant de savoir c'est qui, mais je lui dis que je vais te recevoir. Puis la personne me dit, Ouais. Puis là, je dis non, mais je pense qu'elle a changé parce que justement, c'est elle qui me l'a dit. J'ai parlé au téléphone avec elle, puis elle m'a dit t'as bien remarqué, Rémi, oui, j'ai pris une distance. Puis là, la personne, elle me dit ouais, mais tu sais. Et là, je me suis mis à réfléchir, je me suis mis dans ta peau. Je me Oui. suis dit, elle, Léa, c'est plate si, en voulant faire les choses mieux, et j'aime pas le mot bien, là, mais faire les choses mieux, elle laisse quand même plein de gens avec le souvenir de l'autre Léa, qui n'était pas moins bien, là, C'est ça. mais ces gens-là t'ont connu par les réseaux sociaux, liront pas forcément tes livres, liront pas forcément tes études. Et tu le sais, là, qu'en étant moins sur les réseaux, moins à faire le clash, tu existes moins dans un monde où c'est comme ça que se définit. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que ces critiques-là, ils sont probablement justifiés en un certain sens. Parce que avec les réseaux sociaux, on le sait, qu'est-ce qui amène une visibilité? Qu'est-ce qui amène finalement l'attention? Ben, des fois, c'est des déclarations qui sont malheureuses. Des fois, c'est des maladresses. Puis, tu sais, j'en ai fait là, des maladresses en 20 ans, c'est certain. Je veux dire, en plus, là, j'essaie de me calmer, mais des fois, je suis excitée. Je suis comme, gros gens comme devant. Ça fait partie de ma personnalité. C'est direct. Écoute, on se connaît pas vraiment. Direct, là, puis comme... tu m'as texté, on parlait de quelque chose, puis tu m'as texté des trucs qu'on se texte entre amis. Là, puis inquiète-toi pas, ça Ah oui, hein, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ça concerne Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu regarderas, mais je suis directe. J'ai peu de filtres. Ouais. Mais donc, je comprends ces individus-là qui se disent, écoutons, elle est bien gossante. mais en même temps, c'est que je suis pas que ça. Je veux dire, j'ai pas que fait des maladresses, mais les réseaux sociaux mettent de l'avant les petits scandales idiots, c'est ça, certaines choses, en fait, qui sont moins intéressantes. Puis des fois, quand je trouve que c'est plus pertinent ce que j'ai à dire, ben, ça passe sous le silence, puis c'est comme ça. Mais sincèrement, tu sais, à 35 ans, je fais vraiment la paix avec le fait de diviser, de polariser. Comme je te dis, des fois, je trouve ça étonnant. Il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Je suis comme, ben... Il y a beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup. T'as fait du bien à énormément de gens. En plus, t'as 34 ans, t'as pas le droit de faire ça. T'as 35 ans dans quelques jours. Oui, c'est ça. Ben, je sais que j'ai 35 ans. Mais dans ma tête, j'ai 73, mais... je te fais pas ça. Non, mais dans mon cas, j'ai 73 ans. Puis d'ailleurs, je m'entends vraiment bien avec les personnes âgées. Comme les vieilles personnes me font du bien. J'aime être avec, les gens âgés. Mais ça fait 20 ans que tu existes dans la sphère publique. Fait que quelqu'un de normal, mettons, se fait découvrir à 20, 25. Tu ajoutes 20 ans à ça, ça lui en donne 40, 45. Fait que c'est peut-être là où tu en es dans ta tête déjà. Oui. 20 ans de labeur, puis d'exposition, de petites controverses, de grands coups, de moins grands coups. Oui. C'est sûr que ça te donne une expérience qui tient peut-être difficilement dans le corps d'une fille. Encore, t'es encore une fille, juste une fille. T'es pas une madame, là? Je suis pas une madame, mais presque. Non, mais c'est vrai que, tu sais, ces expériences de vie-là, c'est comme si moi, j'avais pas eu d'adolescence, en fait. Puis avec du recul, j'ai trouvé ça un peu particulier, tu sais, d'être dans l'œil du public à 14-15 ans. C'était... Mais rappelons ce que tu faisais à 14 ans, 15 ans, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Là. Ah, OK. Oui, à 14-15 ans. En fait, c'est qu'à 14 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un travail d'histoire. En fait, non, c'était dans un cours d'espagnol, mais j'ai voulu faire un travail sur l'histoire des femmes du Québec, l'avancement de la citoyenneté des femmes, le droit des femmes, le droit des suffragettes, etc. Puis, à un moment donné, je faisais ce travail-là, puis j'ai comme eu un sentiment une prise de conscience. Je me suis imaginée naître en 1855, puis être obligée de juste faire des enfants, être sur une ferme, etc. J'ai imaginé ma vie comme femme avant toutes les avancées des droits. Puis, bref, j'ai fait ce travail-là, puis je me suis dit, aïe, OK, c'est quand même quelque chose que je sois née en 91. Et très naïvement, j'écoutais la radio, j'écoutais Indicatif présent, qui est animé par Mère-France Bazot, et elle interviewait Françoise David. Puis j'ai écrit à Françoise David.
et j'ai lui ai demandé si on pouvait pas prendre un café. Mon Dieu. Et je me suis rendue à Montréal. J'habitais en tout cas, je viens des Laurentides. Et là, je me suis rendue avec ma mère à Montréal. On a pris un café avec Françoise David, bien, toute seule. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite a été vraiment marquant. Françoise m'a tendu la main. Elle a dit, « Ah, viens donc à la Fédération des femmes du Québec. Viens parler. » À l'époque, on parlait d'hypersexualisation des jeunes. Là, ça a un peu vieilli comme concept. Mais donc, je me suis rendue là. Puis j'étais avec Dominique Payette et Jocelyne Robert lors d'une conférence. J'ai commencé mon militantisme. Puis quelques mois plus tard, je rencontrais Cathy Wong, qui est devenue présidente du Conseil de ville de Montréal. Et on a organisé ensemble une espèce de sommet à l'UQAM. Il y avait comme 450 personnes. T'avais quel âge, là? 14 ans. 14 ans, encore 14 ans. Okay. 14 ans. Puis là, on avait rassemblé toutes, comme des Françoise David de ce monde dans un colloque qui a été quand même marquant. Puis c'était une autre époque du mouvement des femmes. T'sais, on était post-Marche mondiale des femmes, post la Marche du pain des roses. C'était quand même une belle époque. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a attiré, en fait, des curiosités parce que c'était rare à l'époque qu'on se disait féministe. Puis moi, j'étais comme, ben, être féministe, c'est pour être l'égalité entre les sexes, là. C'est l'avancement des droits, c'est être pour la justice sociale. Donc, j'étais comme, ben, oui, je suis féministe. Puis bref, c'est comme ça que j'ai donné une première entrevue au téléjournal. Puis c'est là, en fait, que tout a démarré. Mais ce qui était bizarre, c'est que les gens me parlaient comme si j'étais une adulte. Puis dans l'espace public, on me traitait comme si j'étais une adulte, mais j'avais 14 ans. Puis j'étais pas une adulte, j'étais une adolescente. T'as un peu vécu ce que Michael Jackson a vécu. Oui, sauf que j'ai pas été pédophile, finalement. Non, mais tu sais, mettons, le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que... Oui. Puis bref, tu sais, c'est comme les enfants acteurs. Tu sais, il y a eu du bon là-dedans, puis il y a eu du moins bon. Puis, mais ça fait en sorte que 20 ans plus tard, tu sais, j'ai vu toutes sortes de choses, j'ai vécu toutes sortes d'affaires. Tu sais, on m'a traité en héroïne comme on m'a traité comme comme une traite, comme une personne vraiment à mépriser, etc. Donc, tout ça, je le prends un petit peu avec la distance aujourd'hui. Les bons coups comme les mauvais coups. Tu sais, l'adversité, ça fait partie de la vie publique. Puis ça, je l'ai compris maintenant, puis je suis en paix avec ça. Puis je pense que des fois, il y a quelques petites controverses qui nous apprennent à être plus précis. Ben, écoute, tu sais, on va juste nommer l'affaire de la déclaration que j'ai faite au balado de Stéphane Bureau, parce que je sais que ça revient beaucoup. OK, tu savais pas? Oui, je sais très bien de quoi il s'agit, mais je m'en allais vraiment pas là. OK, mais moi, je le nomme parce que je trouve que des fois, les gens reviennent là-dessus sur la notion, tu sais, j'ai parlé de mon milieu, d'où je viens, qui est Rawdon, et j'ai utilisé le terme « white trash », puis c'est un terme que j'ai utilisé dans un roman, OK, qui s'appelle « Crève avec moi ». Et le personnage qui est un peu inspiré d'Holden Caulfield, qui est un personnage, vraiment un anti-héros, qui est vulgaire, qui est comme politiquement incorrect, parle de son milieu et dit « white trash ». Et moi, c'est en référence à ce personnage-là que je citais la situation. Mais en aucun cas, tu sais, je veux juste le redire parce que je pense que ça a blessé des gens. Puis peut-être que toi, tu ne trouves pas ça si important, mais moi, je tiens à le dire. C'est que je ne penserai jamais que mon milieu de vie, tu sais, et white trash spécifiquement, je fais référence à un qualificatif qui est emprunté qui est dit par un personnage de mon roman. Puis, tu sais, ça me désole de penser que, tu sais, j'ai pu blesser du monde là-dessus. Tu sais, c'est... Ben, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas en reparler, parce que moi, je me rappelle de ces images-là. Donc, tu es au balado contact de Stéphane Bureau. Puis là, il te reprend très vite. Là. Il dit white trash, mais si c'était des noirs, est-ce qu'on dirait black trash? Puis là, on le voit, là. On le voit devant nous que tu recules. C'est-à-dire que tu réalises que ça. C'est pas comme si tu tenais ton bout. Puis dans les semaines qui avaient suivi, tu avais dit non, mais je tiens mon bout. C'est pas ça qui est arrivé. On le voit. Tu te rends compte finalement que. C'est un terme qui est offensant pour certaines personnes, puis je peux le comprendre. Mais tu sais, ça fait partie, tu vois, des choses que je suis comme j'aurais pas dû. Ça, c'était pas nécessaire. Tu comprends? Ah ben, je fais le même apprentissage que toi. Des fois, on dit des choses, puis tu sais, la parole va vite, puis tu te dis, ben écoute, donc pourquoi j'ai dit ça? Mais tu vois, puis, ça, c'est on est trop dur, je pense, aussi envers nous. Tu sais, quelqu'un qui c'est frasque par-dessus frasque, là, il faut faire quand même un genre de bilan, puis il faut quand même commencer à généraliser avec cette personne-là, puis tu regardes, tu as un problème, tu cherches la controverse, où il y a une tangente vers, mais s'échapper une fois. Moi, récemment, j'ai fait une chronique. C'était pas ma meilleure chronique. Là. J'ai dit à
j'ai utilisé des mots à la fin de la chronique, ça a été repris dans des TikTok, puis ça représente pas la personne que je suis. Puis, tu sais, mais notre travail, c'est de communiquer. Moi, un gars qui travaille dans une usine, là, qui tient qui transporte des boîtes toute la journée, ça se peut qu'à un moment donné, il en échappe une boîte. Ouais. Parce qu'il ne peut pas juste jamais faire une erreur au travail. Tu sais. Quelqu'un qui conduit un camion, ça se peut qu'il tourne mal, il fasse une mauvaise manœuvre. Une erreur au travail, on dirait qu'on ne la pardonne pas quand on communique, parce qu'on a l'impression que ces gens-là, les gens qui communiquent dans les médias, ils ont comme ce sont des héros. Puis ils font pas d'erreur. Maintenant, on fait tous des erreurs. Ben oui. Mais je trouve ça charmant, quelqu'un qui dit qu'il s'est trompé. Ben oui, pourquoi pas? Honnêtement, écoute, là, on fait tous des erreurs. Moi, ça me fait sourire quand quelqu'un dit « je me suis trompé ». Comme moi, j'ai fait une chronique, donc je le dis, là, j'ai la chronique en question, c'était pas ma meilleure. Donc, si j'ai blessé des gens, je m'excuse. Donc, voilà, tu sais, regarde, là, les gens font « ah, ils s'excusent ». Personne ne s'excuse aujourd'hui. C'est fou, hein? Oui. OK, personne s'excuse. Ouais, mais écoute, moi, je m'excuse. Regarde, si j'ai blessé des gens, je m'excuse parce que je comprends. Tu sais, je pense qu'on est dans un monde où les gens souffrent beaucoup. Les gens sont à fleur de peau également. Puis, les déclarations qui sont faites dans l'espace public résonnent fort, puis ont une signification. Donc, j'ai comme l'impression qu'on donne une grande importance aux mots, mais il faut aussi apprendre à considérer qu'il est possible, effectivement, des fois, de s'enfarger, puis de ne pas avoir une parole qui est parfaite à tout égard, tu sais. Mais après, on peut être critique de certains discours, puis on peut on peut être en désaccord, on peut être. Mais on sait quand quelqu'un est mal intentionné. Ça se voit, ça se lit. Tu sais, à un moment donné, on connaît la réputation de la personne aussi. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens pour qui c'est un comportement récurrent. C'est pas d'eux dont on parle. On parle de ceux qui s'enfargent. S'enfarger, ça arrive à tout le monde. Oui. C'est comme si c'était exclu que quelqu'un dont le travail est de communiquer. Que cette personne-là puisse se tromper. Moi, je refuse de vivre dans ce monde-là. Je veux qu'on parle de féminisme, évidemment. Oui. Puis je veux qu'on continue quand même de parler du point de vue que tu as depuis que tu es en distante, peut-être, c'est le mot que tu as utilisé. Est-ce que tu regardes le néo... Est-ce que tu es à l'aise avec l'expression néo-féminisme? Bien, en fait, c'est drôle parce que je l'entends, mais je ne sais pas de quoi qu'on parle exactement. Regarde, moi, quatrième vague, dans le fond? Je sais pas. Moi, je sais, par exemple, que les femmes les femmes, mettons, de 40 ans à 50 ans, mettons, en montant, souvent, quand on leur dit c'est quoi le féminisme, c'est assez fréquent qu'elles nous disent l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. Et si on pose la même question à une fille de 20 ans, 30 ans, c'est pas exactement ça qu'on a comme réponse. On nous parle plus d'enjeux très précis qui sont peut-être pas propres à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est, mettons, mettre un terme à certaines formes d'agression, de certaines formes sur la question d'oppression. Des violences. Ouais, les violences. Mais en fait, c'est comme un peu la quatrième vague du féminisme parce que je le vois dans le journal, ce terme-là. Puis, tu sais, c'est intéressant comment on qualifie finalement les mouvements parce que c'est vrai qu'il y a une quatrième vague de féminisme, puis il y a des changements dans le mouvement, en fait, qui est comme pluriel. Depuis particulièrement, je dirais, le mouvement MeToo, en fait, il y a eu quand même une transformation depuis maintenant presque 10 ans déjà. Hein? Mm-hmm. Puis avec les réseaux sociaux, je vois des changements de stratégie de mobilisation, de discours, une multiplicité aussi des voix qui est vraiment très différente, en fait, de ce que je pouvais observer il y a 15 ans. Le mouvement féministe a beaucoup changé, tu sais, et même... T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? En fait, moi, encore une fois, je suis vraiment dans une perspective de recul. Tu sais, j'observe le mouvement féministe qui est pluriel. Et comme je suis une vieille personne de 73 ans dans mon cœur, avec son iPad, je suis pas très active. En fait, je suis pas super active sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai une équipe avec qui je travaille, puis souvent, pas par rapport à mon compte personnel, mais mettons, je fais un balado sur les livres, on se livre. Là, c'est quelqu'un qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Après ça, pour la campagne, on s'écoute quelqu'un, toujours la même personne. Avec Maïka. Oui, avec Maïka, tu sais, elle s'occupe des réseaux sociaux. Donc, tu sais, je suis pas les tendances là, sur TikTok ou quoi que ce soit. Alors, je suis un petit peu... non, je me reconnais pas totalement puisque je suis dans ma bulle. Mais j'observe ces tendances-là et je comprends en fait où on s'en va avec ça. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur le mouvement des femmes qui s'est transformé au Québec parce que c'est important de le souligner. Depuis, je dirais,
la question de la Charte des valeurs, le mouvement des femmes au Québec s'est vraiment disloqué, je dirais. Vraiment, avec cette question-là de la laïcité, il y a eu une scission du mouvement. Et avant ça, avant cette période-là, puis avant le MeToo aussi, je constatais que le mouvement était plus réuni, tu sais, autour de grandes causes et de grandes luttes. Il y avait moins de dissidence ou de différends. Et un exemple de ça, c'est vraiment 1995 et 2000. 1995, la marche du pain et des roses a été un rassemblement historique, tu sais, en plein cœur du référendum. Françoise David en était l'une des leaders. Puis elle, là, il y avait des revendications, notamment sur la question du salaire minimum. Puis il y a eu une marche qui a été faite à travers le Québec. Plus de 10 000 femmes ont marché jusqu'à l'Assemblée nationale. Jacques Parizeau les attendait alors devant l'Assemblée nationale. Puis c'était un mouvement qui était rassembleur, qui était fort. Et c'était historique. Tu sais, Françoise David, c'était presque comme la chef d'opposition, finalement, de ces questions-là. Et ça, on voit moins ça. Le mouvement est beaucoup moins fort. Donc, il est plus, je dirais, pas individuel, mais moi, sur le terrain, ça, je peux te dire une chose, je suis encore très, très en lien avec le mouvement féministe sur le terrain parce que il vit beaucoup à travers les CALAX, il vit les centres d'agression sexuelle, beaucoup à travers les centres de femmes, puis les syndicats et autres. Donc, sur le terrain, on est beaucoup dans les services, mais dans les plaidoyers, c'est peut-être moins fort que ce que c'était. Ça existe encore, mais il y a moins de messages communs qui unissent tout le monde. Mais y a plus pas la question des violences, je dirais, ces derniers temps. Mais c'est pas juste, à mon avis, là, le fait que ça soit moins commun et que ça soit peut-être plus individuel aujourd'hui, c'est aussi le ton, peut-être. Tu sais, la marche dont tu parles, pour avoir vu des images, les gens étaient heureux de marcher ensemble cette oui, journée-là. mais c'est un autre contexte aussi avec le référendum de Ouais, 95. Là. Mais est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? C'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, tu sais, même si tu es à distance, puis tu me dis que tu observais, donc j'imagine que tu es capable de porter un jugement aussi. oui. Tu sais, le mouvement féministe dans sa branche très MeToo, très revendicateur, Mhm. est-ce que tu portes un jugement là-dessus et si oui, Ben, lequel? en fait, c'est que je constate qu'il y a une plus grande polarisation dans l'espace public qu'il y avait il y a 15-20 ans. Avec les réseaux sociaux, on dirait que les tensions montent, la colère monte d'un côté comme de l'autre et le dialogue devient de plus en plus impossible. Puis aussi, je remarque également le gender gap, donc c'est-à-dire l'écart de préférence politique entre les hommes et les femmes. Chez les jeunes femmes, les jeunes femmes vont être de plus en plus à gauche, de plus en plus... bon, en tout cas, c'est ça. Puis peut-être les jeunes hommes vont être de plus en plus à droite. Donc, je vois comme une espèce de ligne qui sépare certaines perspectives qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans aussi, aussi fort que ça. Et donc, Comment tu l'expliques? Parce que ça, c'est frappant ce que tu viens de dire. On parle de guerre des sexes. Des fois, ouais, ça, j'entends dire c'est après fou. l'égalité, la guerre. Et là, on aurait peut-être dû commencer dans un Ben, autre ordre. J'aurais il dû y a te beaucoup les demander. réseaux sociaux. Honnêtement, je m'excuse, mais la Russie a quand même financé certains mouvements également en ligne. Là, je veux dire, a suscité aux États-Unis une polarisation en finançant certains groupes. Ça a été démontré. Je veux dire, il y a... Bon, après, c'est pas que ça. Mais pour moi, les réseaux sociaux, que je qualifierais plus d'asociaux, amplifient les marches, amplifient cette guerre culturelle à laquelle on assiste, parce qu'on assiste à une guerre culturelle. Et c'est fascinant. Je veux dire, autant je suis étonnée d'entendre des propos aussi radicaux que ceux tenus par des Andrew Tate de ce monde, que je suis complètement sonnée d'entendre ça, autant j'entends aussi des fois des propos qui sont limite complotistes d'une autre tendance. Puis je me dis, OK, où on s'en va avec notre dialogue? Je veux dire, il y a un vrai effritement démocratique et je suis inquiète pour cette raison-là, en fait, parce que je trouve ça très difficile de se parler. Puis autant, mettons, je vais donner des exemples plus concrets, là. Il y a des trends qui disent, tu sais, comme « je déteste les hommes ». Mais moi, ces trends-là, je les entendais pas il y a comme 10-15 ans dans les mouvements féministes. Tu sais, la colère,
elle existait. L'indignation, la tristesse. Mais j'avais jamais entendu « je déteste les hommes ». Puis des fois, des individus comme Andrew Tate ou autres nous disent tout le temps « vous détestez les hommes ». Mais je l'entendais pas. Mais peut-être que finalement, c'est un vase communicant. Mais plus tu te fais attaquer, plus tu es en colère, plus tu dis « je déteste ». Peut-être qu'il y a une écœur en titre. oui, mais il y a quelque chose que moi qui m'échappe, je veux que tu m'expliques, là. C'est qu'il y a 20... Je demanderais à n'importe quelle femme si elle voulait revenir il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, que j'aurais des réponses différentes, mais j'aurais, je pense, une majorité d'entre elles qui me diraient non, je préfère aujourd'hui qu'il y a 20 ans, que 30 ans, que 40 ans. Et pourtant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et 40 ans, ça n'existait pas, ce discours-là. Je déteste les hommes. Je trouve qu'on Alors, est en recul. Tu trouves pas? ben là, c'est à toi de me le dire. Oui, moi, je pense qu'on est vraiment, vraiment dans un recul. Et en fait, c'est que j'écoute tellement de ce type d'influenceurs. Je peux t'en nommer quelques-uns. À part Andrew Tate, on a Sneeko, on a Myron Gaines. On a le Raptor Dissident. Est-ce que tu connais Raptor Dissident? Ben, est-ce qu'ils sont... Regarde, moi, je ne le connais pas, mais est-ce que les Québécois les connaissent? Andrew Tate, oui, là, mais... Oui, quand même. Raptor Dissident, en fait... je ne veux pas individualiser le problème, mais on va nommer ce cas-là, par exemple. C'est un Français? C'est un Français. Et bon, évidemment, la francophonie est on écoute des influenceurs français aussi. Et cet individu-là, c'est intéressant parce que initialement, il faisait des vidéos anonymes sur YouTube et il a orchestré un cyber-raid contre Marion Séclin, qui est une YouTubeuse française féministe qui parlait du harcèlement de rue. Elle a témoigné dans Je vous salue, salope, mon film. Oui, puis, que j'ai regardé. Oui, OK. Bien, Marion, elle a reçu plus de 40 000 menaces de mort et de viol et des attaques. Vraiment, c'était virulent, là. C'était vraiment l'enfer. Puis c'était Raptor Dissident, entre autres choses, qui était derrière cette attaque-là groupée. Puis Raptor Dissident, qui vraiment est antiféministe et, mon Dieu, misogyne, on va se le dire, il est devenu, en fait, coach. C'est devenu une espèce de coach influenceur, un peu comme Andrew Tate, donc plus axé sur le sport, axé sur la musculature, etc. Et il est devenu mainstream. Donc, c'est rendu un influenceur mainstream, mais avec ses perspectives qu'on lui connaît. Et tu vois, mettons, lui a une grande influence dans l'espace public, en fait, sur les réseaux sociaux, chez les jeunes particulièrement, mais il n'est pas le seul et il a des propos qui sont vraiment rétrogrades. Tu sais, dans cette constellation-là, il y a des individus qui nous disent que les femmes ne peuvent pas occuper de position de pouvoir. Tu sais, les femmes ne peuvent pas occuper de position de pouvoir. Donc, déjà, je suis comme, wow, OK, c'est frappant. On parle beaucoup d'Andrew Tate. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement populaire. Tu sais, ses vidéos ont été vues plus d'11 milliards de fois. Puis il dit quand même des choses assez inquiétantes, là, comme pour lui, là, le viol conjugal n'existe pas. Tu sais. Ouais. Puis depuis 83, c'est légalisé au Canada. Donc, je pense que quand je dis qu'on recule, je pense qu'il y a des discours qu'on entend que moi, j'entendais pas il y a 20 ans, puis qui peuvent susciter justement ce découragement et cette colère qui amène aussi certaines femmes peut-être à se retrancher peut-être dans certaines positions parce qu'elles sont épuisées. Je sais pas. Je pense que c'est cette espèce de cocktail explosif. Tu sais, Léa, loin de moi l'envie de relativiser, mais je peux pas imaginer qu'on puisse affirmer que la situation des femmes a reculé sur la base de des juste droits effectifs. Non. Ben, c'est-à-dire que ça, c'est un indicateur clair. Ce discours-là, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux il y a 40 ans, ça n'existait pas. Mais tu sais, il y a plus de femmes aujourd'hui sur des conseils d'administration, il y a plus de femmes dans à peu près toutes les facultés d'études dans les universités. Donc, si tu dis, bon, considérant ça et considérant le discours, j'estime qu'on recule. Est-ce que tu calcules quand même avec... Tu fais une addition? Non. Effectivement, sur le plan effectif des droits, on peut dire que vraiment, on a avancé, là, totalement. Mais pas juste les droits, hein? Pas juste les droits. Dans le domaine du travail, par exemple. Oui. Il n'y a pas un... À ma connaissance, je peux me tromper. Je connais moins le sujet que toi. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun secteur d'activité dans le domaine de l'emploi où les femmes ont régressé depuis 30-40 ans. Effectivement, il y a un avancement. Puis aussi, tu sais, pour être positive, parce que moi, je suis quand même optimiste, là. Depuis le mouvement MeToo, on a quand même eu les tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et sexuelle. Tu sais, on a eu le rapport Rebâtir la confiance qui venait directement du mouvement MeToo, qui a été orchestré par Véronique Yvon, Hélène David, Christine Labrie, Sonia Lebel notamment, et d'autres. C'était un comité transpartisan.
Sur 193 recommandations, il y en a eu 166 d'appliquées pour mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Donc, ça, c'est des changements qui sont effectifs et qui donnent espoir quand même. Sincèrement, c'est des changements structurels. Bon, il continue à avoir des féminicides. Je veux dire, il y aura toujours la violence et il y en a encore, malheureusement. Mais tu penses qu'on a reculé? C'est ça que tu as dit quand même. En fait, je pense que c'est sur le plan des discours que j'entends. Puis aussi, je ne suis pas rassurée par ceux qui possèdent et qui dirigent les GAFAM. Donc, je ne suis pas rassurée par Elon Musk, je ne suis pas rassurée par Mark Zuckerberg et je trouve ça inquiétant. L'intelligence artificielle également. Tu sais, l'hyper-trucage, là, donc modifier des photos et des vidéos, créer des images, c'est une arme de destruction massive. Là. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années au début de l'hyper-trucage, puis 99 de ça, c'était pornographique et 98 ça touchait le corps des jeunes femmes. Ah, ça, j'en doute pas. Donc, tu sais, c'est comme... En tout cas... Non, mais moi, sur Twitter, je vois des photos de filles très belles, tu sais, des actrices, Megan Fox, habillées avec une robe, là. Et on demande à Grok de la mettre tout nue ou de la mettre... On met une autre photo à côté d'un déshabillé, cochon un peu, puis on dit, peux-tu nous la transformer comme ça? Puis là, tu te dis, c'est une chance que Grok ne s'exécute pas. Puis là. c'est le début. Je sais. C'est le début. Donc, en fait, quand tu dis guerre culturelle, c'est que je pense que ça va passer beaucoup par les représentations, par les mots, par ce qu'on entend. Et en fait, moi, ce qui me décourage plus, c'est l'impact que ça peut avoir sur les jeunes. Parce que quand on est biberonné à des écrans, je veux dire, on est constamment sur nos téléphones, sur nos réseaux sociaux, etc. Pour les plus jeunes générations, ça va être compliqué de se forger un esprit critique, de réfléchir. Tu sais, j'écoutais un neurochirurgien qui a écrit un livre sur l'IA, j'ai oublié son nom, puis qui parlait justement de l'atrophie de nos cerveaux, là. Comment est-ce que... Ah ben oui, c'est sûr. En tout cas, au-delà de la question de l'égalité, je suis très critique des nouvelles technologies de ce type-là. Avec toi, je pense qu'on est capable de creuser de façon ambitieuse dans ce sujet-là. Tu sais, on parle beaucoup de masculinisme. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent ce discours-là. Non. Ben, on peut y venir. On va commencer avec... Regarde, on va faire ça tantôt. On va faire ça dans le désordre. J'aime ça. On va faire ma confiance. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça ridicule. Tu sais, le discours masculiniste, quand j'entends des gars dire des trucs comme ceux que tu as cités tantôt, là, une femme, ça ne devrait pas occuper une position de pouvoir. C'est ridicule. Moi, en fait, je dis souvent, au-delà du fait que c'est pas valable comme point de vue, tu es un loser de dire ça. Tu sais, regarde, je te réduis à ta situation d'homme, tu te trouves cool, tu te trouves séduisant, tu te trouves hot de dire ça. Tu sais, laissons faire la validité de ce que tu dis. Toi, là, quand tu dis ça, puis d'habitude, ça les fait mal se sentir. J'aime ça quand tu dis ça. J'aimerais ça qu'on développe cette idée. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Il faut parler aux gars qui tiennent des discours comme ça de cette façon-là. Tu les ramènes devant le fait qu'ils sont finalement des losers de penser ça. Est-ce que tu as déjà confronté quelqu'un à cet égard-là? Une personne. Mais ça m'est arrivé de faire des chroniques sur le sujet quand même, qui sont passées inaperçues, mais c'est la vie. Mais tu sais, ah oui? Bon, oui, c'est correct. Mais tu sais, moi, je pense que c'est une façon originale de traiter du sujet. C'est-à-dire qu'un Andrew Tate se pense mâle. Mais en réalité, si tu es en train de rabaisser les femmes, tu es le contraire d'un mâle. T'sais. Fait que ne serait-ce que l'angle masculin et mâle devrait le ramener à ça. Je trouve qu'il faut pousser cette affaire-là parce que ce qui me fâche, moi, c'est qu'il y a une grande confusion par rapport à ce sujet. C'est que les masculinistes de ce type, puis on pourra définir le terme, puis il y a du monde qui n'aime pas le terme parce que ça porte à confusion. C'est quoi ta définition, mettons? OK, bien, en fait, juste pour être clair, le masculinisme est apparu dans l'espace public de manière plus mainstream il y a quelques années seulement. Parce que l'année passée, là, sur le site Le Petit Robert, ça a été le terme le plus recherché. Masculinisme. Mais le masculinisme, c'est un contre-mouvement, donc qui s'inscrit vraiment contre le féminisme et qui voit toute avancée des droits des femmes comme étant ridicule, en fait, négatif, etc. Et en fait, il y a dans cette idéologie, c'est une idéologie, une volonté de revenir à un ordre de domination des hommes sur les femmes. Ça peut sembler caricatural, mais c'est le cas.
Puis après, ben, on a aussi l'idée de la crise de la santé mentale masculine. Ils vont l'instrumentaliser pour dire que la cause de ça, c'est les femmes ou les féministes. En fait, particulièrement les féministes ou ce qu'on va appeler dans leur langage des girl boss, donc des femmes qui prennent trop de place. Ça aurait amené un déséquilibre de la société et donc qui vont s'attaquer à ces mouvements sociaux-là. Et voilà. Mais je veux revenir sur l'idée de ce que tu dis que c'est un peu loser et tout. T'sais. Moi, ce que je trouve, c'est aussi qu'il instrumentalise la masculinité pour réitérer un rapport de force et de domination. Et c'est ça le grand problème, c'est que c'est comme ils disent, nous, on est des gars, on va vous montrer comment être des gars, mais tu peux être un homme masculin, musclé, si tu veux, tu peux t'entraîner, faire du MMA, il n'y a aucun problème, mais tu peux aussi respecter les droits humains puis les droits des femmes. Oui, oui. Et c'est ce que je trouve un peu lourd, c'est que de plus en plus, maintenant, c'est rendu mainstream. Avant, c'était marginal. C'était sur un forum sur Reddit, puis ça s'arrêtait là. Mais là, on les entend et ils ont l'influence sur les jeunes hommes parce qu'ils leur disent « Voici comment tu devrais être. Voici, je vais t'expliquer comment être bien dans ta peau. » Ils deviennent des modèles. Et dans ce modèle de vie, c'est quoi l'objectif? C'est de faire de l'argent. Andrew Tate a une école en ligne pour faire du cash. C'est être fort physiquement. Je vais t'apprendre à être fort. Puis troisièmement, c'est comment séduire des filles. Ouais. Ben, tout le monde veut être riche, beau, puis pogné, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'énerve. C'est un 3 en 1 en plus, là. C'est ça. Alors, moi, des fois, les gens sont comme, mais pourquoi les jeunes vont vers ça? Mais parce que ce sont des discours simples, c'est accessible, c'est séduisant. Sauf que quand je dis que je veux qu'on en parle de façon ambitieuse, c'est parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est apparu de même. C'est un peu difficile à croire. Il y a juste le Big Bang là, qui n'a pas vraiment d'origine encore oui, puis toi, démontrée. T'es historien. Non, j'ai une maîtrise en histoire. Je te l'ai dit tantôt, je ne suis pas un intellectuel. Arrête. Il y a quand même du vrai, à mon avis, dans le fait que ce mouvement-là, tu viens toi-même de le dire, de toute façon, il est en réponse à quelque chose. Toujours. Est-ce que, par exemple, MeToo est allé trop loin? Parce qu'il y a des jeunes garçons à qui je parle des fois dans des parties de famille que je croise puis qui me disent c'est difficile d'été, on veut pas leur parler. Nous, on est très à droite, ils sont très, très à gauche. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles veulent des hommes forts, mais elles veulent des hommes... elles envoient le signal... Après, théoriquement, elles veulent le contraire, mais en pratique, elles veulent cette affaire-là. Comment, à ton avis, ça s'explique le masculinisme? Là, je viens de lancer beaucoup d'affaires, là, mais y a-t-il quand même une origine dans un mouvement... une partie du mouvement féministe qui serait allée trop loin? Bien, en fait, c'est le mouvement MeToo, là, 10 ans plus tard, on peut dire que c'est un mouvement qui a été révolutionnaire. De penser que autant de personnes disent « j'ai vécu des violences sexuelles », ça s'est jamais vu historiquement, puis ça a été permis par les réseaux sociaux aussi. Là, tu vois, la semaine prochaine, je m'en vais à New York, puis je vais rencontrer les Silence Breakers, là, les femmes qui ont démarré le MeToo aux États-Unis. Ça a été un cataclysme et c'est comme s'il y a eu un ras-le-bol aussi de tellement de trucs qui ont été vécus dans le passé et ça a créé un nombre de chocs qui n'a pas été évident. Je veux dire, comme n'importe quelle révolution, puis bon, c'est pas nécessairement une révolution dans les catégories historiques comme telles, bien, vous comprenez, tu comprends l'image que je dis. Moi, je pense que c'est une révolution. Mais ça se qualifie comme ça. Ah oui? OK. Dans les mentalités, il y a eu une grande prise de conscience sur les violences. Il y a eu, tu sais, le milieu du cinéma a changé complètement. Il y a plein de milieux qui ont vraiment évolué. Et donc, avec ce raz-de-marée-là, c'est un raz-de-marée, oui, il y a eu des dérapages, puis il y a eu des incompréhensions, il y a eu des frustrations. Quand même du mouvement? Ben, oui, parce que tu dis raz-de-marée, tu dis révolution. Ben, c'est parce que c'est comme si il n'y a pas une révolution qui se fait doucement tant que ça. Il y a eu la révolution tranquille quand même. C'est tout. C'est ça. Mais sinon, écoute, c'est sûr qu'il y a eu des fracas. Puis c'est sûr, à un certain moment donné, que c'est peut-être, dans certains cas, aller loin. Mais est-ce que je suis la bonne personne, pour parler de ça? Parce que moi, je sais qu'il y a du monde qui m'en ont voulu de porter plainte pour agression sexuelle durant MeToo. Il y en a qui... Dans ton cas, c'est allé devant un procès, il y a eu un jugement, il y a eu une condamnation. Moi, je ne mets pas ça du tout dans la même catégorie. Okay. Que MeToo, où on met des noms sur des listes, puis il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation, et pourtant, il y a un tribunal
populaire Mhm. qui, finalement, sanctionne de façon presque plus sévère que le tribunal de Ben, justice. c'est ça. Donc, ce contexte-là explosif, effectivement, a amené des réflexions critiques sur ces pratiques-là. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait avoir absolument des alternatives au système de justice, là, parce que le système de justice, il est lourd, il est vétuste, il est inadéquat pour bien du monde. Donc, Tu l'as utilisé, toi? Oui, puis ça a été... C'est pas facile. Donc, on a des alternatives. Je veux juste le dire, le rapido. Avec MeToo, on a eu la loi 22 dans les universités puis les cégeps, puis on a des guichets uniques pour des violences sexuelles qui sont pas nécessairement des crimes, qui permettent justement de... Tu vis quelque chose, tu veux pas nécessairement aller sur les listes qui ont existé. C'est pas la solution idéale du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a comme alternative? On a implanté ça dans les cégeps et les universités. On peut porter plainte puis que ça se rende pas au judiciaire. Parce que est-ce que moi, je suis pour une judiciarisation de tous les cas? Non. Mais en même temps, il faut trouver des façons de faire qui sont adéquates pour encadrer et pour la personne qui a vécu le truc et pour la personne accusée. La justice réparatrice, moi, je suis une fan de ça. C'est pas parfait non plus, mais t'as ça. Donc, regarde, je vais répondre à ta question. Oui, il y a eu des écartades, mais c'était comme un trop-plein. Et donc, les jeunes, les jeunes, ils regardent ça puis ils se disent, on peut-tu encore draguer, on peut-tu encore vivre notre vie? Mais moi, j'aimerais ça qu'on amène une autre perspective aussi à cette question-là des relations intimes chez les ados puis les jeunes. Est-ce que les gens se parlent encore? On se parle par l'entremise d'applications. On s'observe et se surveille sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on communique beaucoup. Honnêtement, il y a aussi cet élément-là. Puis on a beau dire c'est MeToo, mais c'est aussi d'être sur une application, puis je m'excuse, mais de feuilleter des profils comme swiper, c'est déshumanisant et ça crée encore une fois, un impossible dialogue. Tu arrives devant quelqu'un, tu te dis, est-ce qu'on peut se parler encore? Est-ce qu'on peut dialoguer? On est gêné aussi, on a désappris à faire face. Mais on va finir la discussion là-dessus. Fait que allons pas trop loin. Je veux qu'on parle de drague tantôt puis tout. Ah oui, ça j'aime ça parler de ça. Oui. Mais sur la question du masculinisme, c'est parce que je trouve que... Mais il y a un inconfort. C'est sûr qu'il y a un inconfort chez les jeunes. Mais Léa, moi, en toute honnêteté, j'ai l'impression que tu es très à l'aise de dénoncer le masculinisme, et tu reconnais, parce que tu es quelqu'un d'honnête intellectuellement, qu'il y a une partie de l'explication dans ce que tu as appelé le raz-de-marée, mais tu n'insistes pas beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que... Bien, c'est parce que je le trouve positif, moi, le raz-de-marée. Honnêtement, je vais être franche, je trouve qu'au final, il a été nécessaire, il a été bénéfique. Et même s'il y a des gens qui ont tout perdu, puis non, les autres... ça, non. Moi, écoute, je suis pas pour... Tu sais, je veux dire... Parce que c'est ça que, d'après moi, dans le masculinisme, il y a un peu de ça. Ben peut-être. Je les écoute, les gars, moi, puis ils me disent, tu sais... Explique-moi. Une fille, mettons, c'est toujours des généralités, mais puisque les deux, on trouve ça ridicule comme mouvement, le mouvement masculiniste, il faut s'intéresser à ses causes. Parce que sinon, on ne s'intéresse pas vraiment au phénomène. Et des fois, j'entends des gars dire... Tu sais, les filles, elles vont te dénoncer, les filles, ça ne peut pas leur faire confiance. Puis là, je dis, ah oui, pourquoi? Ben, regarde MeToo, puis regarde, elles se mettent ensemble, puis c'est des vipères. Puis là, OK, vipères, wow. Hey, mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a comme une recherche qui a été faite par la chaire des violences sexistes et sexuelles qui démontrait que 75 des jeunes de 15 à 25 ans vont remettre en doute la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles qui voudraient porter plainte ou qui voudraient aller dans un processus. Donc, on est effectivement il y a une tendance que tu nommes là, dans les propos, qui est vraiment sur le terrain. Puis, en fait, peut-être que l'une des causes de ça, c'est effectivement certaines perceptions de dérapage. Parce que... Non, certains dérapages. Oui, certains dérapages. Mais, tu sais, certains dérapages... Oui, ça se peut. Mais je trouve ça triste parce qu'en même temps, comme je te dis, mais peut-être que je suis une optimiste épaisse, mais non. Je me dis, il y a toutes ces années de violence mises sous silence, puis acceptées, tolérées, banalisées. Il y a comme eu cette explosion-là, ça a été imparfait, ça a été garroché, mais c'était comme un trop-plein. Puis là, ben, on vit avec l'après. T'sais, on est dans l'après-MeToo, puis l'après-MeToo, il vient avec une suspicion, il vient avec des doutes, il vient avec un malaise. Et
j'ai encore, en fait, si j'ai de la misère à dire les choses crûment ou directement, c'est que je suis encore en réflexion. Puis je le sais pas Ça, je encore. respecte ça Je entièrement. le sais pas encore Puis parce que j'ai pas assez rencontré de jeunes hommes qui disent ça pour... Puis il faut que je le fasse. Tu sais, hier, j'étais dans une assemblée syndicale de profs, puis il y a de plus en plus de jeunes qui adhèrent à ces perspectives plus radicalisées à la Andrew Tate. Puis il va falloir que je me rende sur le terrain, là, puis que je parle à des gars qui pensent ça pour mieux comprendre. l'affaire Julien Lacroix, là, Mhm. on est aujourd'hui, je ne sais plus quelle date on est, mais on est à la fin du mois de mars. Et il a annoncé cette semaine sa retraite Ouais. du milieu de l'humour parce que, je rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a quelques années, il a été éclaboussé par des allégations d'inconduite sexuelle. Il a reconnu certains comportements qu'il a lui-même qualifiés de dégradants à l'endroit des femmes. Il y a eu une contre-enquête de la presse. Il y a 5 des 9 femmes qui avaient témoigné dans l'enquête du Devoir qui ont relativisé, ont nuancé. Il a pu vendre 40 000 billets, faire une tournée. Je rappelle qu'il avait vendu 125 000 billets de son premier spectacle. Donc, Ouais. ça a été un spectacle 3 fois moins important là, dans sa deuxième tournée. Et là, il s'est associé à Juste pour rire. Je le dis, là, Juste pour rire a foiré complètement. Ben, c'est ça que je trouve. Décision, vraiment. Mais je veux dire, je comprends même pas comment ils ont pu faire ça. Mais bon. Chose certaine, quand ils ont annulé leur partenariat puisque le milieu s'est insurgé de le voir revenir de façon plus officielle. Et dans le message, et c'est là que je veux t'entendre, dans le message de Julien Lacroix, à la toute fin, OK. il dit... Je t'écoute. Il dit, je dois m'arrêter, je suis plus capable de faire mon travail. Les salles plient sous la pression. Parce qu'il était en rodage de son 3e spectacle. Et ça veut dire que lorsque Juste pour rire a annoncé le partenariat, que c'est devenu un tollé, les salles qui lui avaient fait confiance pour le 2e spectacle avaient reculé pour le 3e. Donc là, je me suis dit, on est revenu à la case départ. Oui, mais c'est une frilosité institutionnelle qui fait... Excuse-moi, mais c'est un peu hypocrite de la part des salles. Je veux dire, ils engageaient Julien Lacroix il y a 3 mois. Puis là, ils ne veulent plus l'engager parce qu'il c'est revenu dans l'actualité de manière négative. Tu sais, je suis comme si vous supportez Julien Lacroix, allez-y jusqu'au bout. Moi, j'ai pas compris la décision de Juste pour rire parce que pourquoi tu recules comme ça? Tu le sais que ça va donner ça. C'est très, très tendu sur les réseaux sociaux. On connaît le contexte. Assume. Ou sinon, fais-le pas, premièrement. Tu sais, ces spectacles allaient bien. Puis après, ben, tu sais, j'ai pas suivi en détail l'après... contre-enquête parce que je sais qu'il y a des personnes qui disaient qu'ils étaient moins à l'aise avec le processus. En tout cas, je sais plus. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations qui ne se sentent pas bien avec sa présence. C'est complexe comme enjeu. Puis tu vois, encore une fois, moi, je me demande pour Julien Lacroix, c'est dommage qu'il n'y ait pas de... Et pour les victimes, tu sais, qu'il n'y ait pas eu de processus pour encadrer cette affaire-là adéquatement, tu sais, pour dire, hey, est-ce qu'il peut y avoir réparation? Est-ce qu'il peut y avoir un encadrement? Je pense que pour toutes les parties impliquées dans ce dossier-là, ça aurait fait du bien à tout le monde d'avoir un lieu loin des réseaux sociaux qui permette une réparation, si possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Une réparation, je parle de... Tu sais, concrètement, dans le cas de Julien Lacroix. La justice réparatrice, là, ouais. C'est justement de revenir au cœur de l'idée de la justice sans l'aspect punitif, c'est de mettre en lien pour qu'il y ait un processus d'excuse réel. C'est ça, la justice. C'est ça qu'il a voulu faire? Il s'est excusé? Oui, non, mais je parle encadré hors des réseaux sociaux, pas avec les réseaux sociaux. Non, mais c'est ça, mais il a écrit Non, mais là, parce que des fois, on théorise un peu trop le truc. Là. Lui, il a eu des comportements avec des filles. Il l'a dit il y a quelques années, il a écrit à tout le monde. Il y a des filles qui ont accepté de lui parler. OK. Puis il y en a d'autres qui ont... Honnêtement, je ne suis pas au courant des détails de je te l'apprends alors. Ce truc. Lui, je pense qu'il a vraiment fait un processus. Là. Il a arrêté de boire. Il a commencé à aider la communauté. Il a aidé les jeunes. Il a voulu faire les choses en dehors. Il y a le Julien Lacroix arrogant et qui avait l'air des fois très saoul dans des entrevues qu'il donnait déjà. Là, ça, je pense qu'il l'a reconnu lui-même. Et l'autre, Julien Lacroix, que moi, j'ai reçu en entrevue, puis qui était fragile. Là, vraiment, là, c'était plus du tout le même gars. Je suis vraiment pas au courant. Moi, c'est difficile
je trouve ça vraiment dangereux d'individualiser les débats parce que c'est comme si on prend cette histoire-là puis on dit, ben ça représente tous les cas. Puis, tu sais, pour avoir vécu un procès, je sais bien que Ben oui. chaque histoire est différente, Ouais. puis chaque cheminement est différent. Et pour les personnes qui ont vécu des trucs et des violences, et pour la personne qui a fait des trucs aussi, la personne qui a agressé, c'est comme tellement du cas par cas que, tu vois, mettons, moi, tu m'apprends des détails que j'ai pas. Puis, en tout cas, un autre aspect qui me vient de mon procès, c'est que on dirait que j'ai besoin de lire, j'ai besoin de voir et d'entendre. J'ai besoin d'entendre les gens pour me faire une bonne idée. Puis des fois, des propos rapportés, je suis comme, hey, j'ai de la misère à me faire une idée. Là. Je suis comme, je sais pas quoi dire. Ben, tu sais. ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Je me donne toujours un petit droit de réserve de dire, OK, je sais pas. Mais regarde, ce qu'on va faire alors, c'est qu'on ne va pas parler du cas en soi, Ouais. parce que tu fais bien de toute façon de dire Ben, que... c'est que je fais preuve de vigilance là-dessus, c'est que je n'ai pas tout le temps les détails. Après, il y a comme une enquête qui vient de paraître chez Mediapart sur Patrick Bruel, qui nous donne des informations qui sont assez importantes, que l'enquête est très, très détaillée. Tu sais, là, j'ai plus de matière, tu sais. En même temps, tu n'as pas la version de Patrick Bruel non plus. Non, ben c'est ça. Donc, tu sais, c'est toujours compliqué. Alors, voilà. Mais mettons, Julien Lacroix, parce que ça veut dire quand même quelque chose de où on en est au Québec, même si c'est un cas particulier puis que tous les cas des filles avec lui, c'est particulier à chaque fois. Les salles avaient accepté qu'ils reviennent. Et là, il a fallu juste qu'il y ait une autre controverse pour qu'elle revienne. Donc, on est revenu, on n'est plus en 2026, on est revenu en arrière. En arrière étant pas forcément dans un passé qui serait arriéré, mais on a reculé, alors que je pensais qu'on avait avancé. Donc, moi, je m'inquiète parce que j'ai entendu des gens... Je trouve excuse-moi, mais ces salles-là, qu'on soit d'accord ou non avec, Ouais. OK? Qu'on soit d'accord ou non avec la décision de ces salles, elles ne sont pas cohérentes avec leurs propos. Puis, c'est un peu mais elles ont eu peur. hypocrite. Oui, mais elles ont eu peur parce que c'est un mouvement qui... Et c'est un peu ce que j'essayais de dire tantôt. Je vais aller un peu plus loin cette fois-ci. C'est un mouvement qui terrorise. Moi, j'ai peur de pas grand-chose. Ah oui, OK. Vraiment, là, je veux dire, tu me dis, va-t'en dans la ruelle là-bas, il y a 6 gars avec des battes de baseball. Je te jure, je peux être fou, là, mais je vais y aller pareil si j'ai une bonne raison d'y aller. Mais j'ai peur d'un mouvement comme ça parce que j'ai vu des gens, c'était faux. C'était juste factuellement faux. OK, tu as vu des situations où des gens autour de nous, des gens après, il a fallu qu'ils écrivent. C'était des histoires de couple qui avaient mal viré, des histoires d'amour qui avaient mal viré, de la jalousie, des erreurs sur la personne. Il y en a eu des histoires fausses. Et pourtant, c'est difficile d'en revenir. C'est même impossible. Toi, ça t'a touché personnellement. Tu as eu des situations dans ton entourage qui... Entourage immédiat et moins immédiat. Puis il y a aussi des trous de cul. Il y en a énormément. Il y a énormément de mauvaises personnes qui ont bien fait de disparaître parce qu'on n'en voulait pas. Mais il y a aussi, mais c'est juste que le problème avec ce mouvement-là, c'est qu'il fait exactement le contraire, en fait, de ce que toi, tu valorises. Il fait pas il n'y a pas un examen particulier des choses. Il généralise. Écoute, on a quand même entendu du monde dire, regarde, c'était nécessaire. Ouais, mais attends une minute, il y a des gens là-dedans que c'était pas des agresseurs. Ouais, mais regarde, tu sais, des fois, quand on rentre un bulldozer dans une pièce, on fait pas attention, on fait pas de la... Hein, tu sais, c'est, hey, attends une minute, là, il s'agit de gens, là, de personnes, avec des entourages, des enfants, des familles, tu sais, il y a des innocents là-dedans qui ont tout perdu. Bien, c'est pour ça que dans certains cas, tu sais, même si, malheureusement, ces cas-là sont comme... Tu sais, ils existent, ils sont quand même minoritaires, il faut le dire, mais... C'est pour ça que je pense que notre système de justice, on en parlait tout à l'heure, c'est pas adéquat pour tout. Je veux dire, mais là, dans ces cas-là, il aurait fallu l'encadrer. Il aurait fallu qu'il y ait une partie prenante qui écoute l'autre côté des choses pour que ça soit encadré. Tu sais, dans le droit du travail, là, quand on a une plainte en harcèlement, là, ça demeure confidentiel. Tu sais, si je porte plainte ou si quelqu'un porte plainte contre moi pour harcèlement psychologique, ça demeure confidentiel jusqu'au bout du processus. C'est le droit du travail. Tu sais, quand je pense à ça, tu me parles des cas comme ça, bien, c'est l'idée, justement, de se donner une structure qui balise, c'est justement, et encadre des dérapages potentiels. Puis, tu sais, moi, je suis pas contre les institutions. Au contraire, je pense qu'il faut se donner ces mesures-là pour éviter effectivement le gros bulldozer
tu vois. Mais c'est compliqué. Puis après, il y a aussi la question du privilège de, tu sais, de parler publiquement, etc. Puis après, ben, est-ce que c'est le public qui veut ça ou est-ce que c'est certaines personnes? Tu comprends? Tu sais, c'est la question de parler publiquement. Oui, mais Léa, moi, je pense, justement, regarde, je pensais qu'on était là. Parce que OK. au début de MeToo, il y a eu l'idée que si tu avais été un trou de cul, et même si le public était là pour toi, tu étais un trou de cul, on voulait plus te voir la face. On étant le milieu, là. Ensuite, il y a des artistes qui ont été réhabilités parce que le public les voulait. Tu sais, on a eu, par exemple, un Éric Lapointe. On a eu Julien Lacroix, il a vendu 40 000 billets. Et là, ensuite, moi, je me suis dit, OK, regarde, c'est peut-être un juste équilibre, c'est-à-dire que le milieu veut pas de quelqu'un, exprime de façon presque consensuelle l'idée qu'ils veulent pas de cette personne-là, mais le public a toujours le droit, lui, tu sais, le public, c'est quand même le peuple, là, Mais, de ouais. retrouver quelqu'un qu'il aime. Mais là, j'ai l'impression qu'on est revenu au départ parce que là, les salles font « Ah non, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. » Oui, mais ça, par contre, par rapport... OK, bon, on veut pas individualiser, mais Julien Lacroix, c'est aussi juste pour rire qu'il a foiré parce que, Ben oui. tu sais, en tout cas, Julien Lacroix faisait ses spectacles et il les faisait, puis bon, ça dérangeait des gens, mais il les faisait, puis les salles le bouquaient. Donc, encore une fois, je trouve que là, c'est peut-être les acteurs institutionnels qui ont créé la situation dans laquelle on se trouve parce qu'il y avait une évolution, il y avait une transformation. Puis tu sais, j'ai observé d'autres situations sur d'autres sujets où les institutions sont drôles, en tout cas, font de drôles de choix quand même. Tu sais, c'est Les pas institutions, toujours... c'est nous. Là. Oui, c'est des individus, mais c'est parce que les C'est institutions... Denise, c'est Georges. Effectivement, mais ils ne sont pas toujours, tu sais, au fait. Tu sais, parfois, ils ont peur. Je trouve ça assez fascinant, en fait, ce qui s'est passé dernièrement. Puis voilà. Mais j'entends ta critique. Puis c'est une critique qui revient. Puis c'est correct que tu la dises. Puis je comprends ce que tu veux dire également. Mais en même temps, moi, j'essaie de... C'est plate, mais pas c'est plate, mais j'essaie toujours de revenir aussi à l'essence de ce que c'était le MeToo parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand regard qui est négatif à l'égard de ça. Donc, j'essaie de réhabiliter cette affaire-là aussi. Non, je comprends, mais ce que tu nous dis... Je nuance l'affaire. Si j'ai bien compris, c'est que MeToo a permis, par exemple, des progrès en matière de justice. Tu sais, concrètement, il y a le tribunal, par exemple, le nouveau tribunal n'aurait pas été possible s'il y avait des gens qui n'avaient pas d'abord dit... Écoute, moi, même la loi 22 dans les universités, les cégeps, c'est un grand apport à notre société. C'est bien, mais je pensais, en fait, que le MeToo avait permis un dialogue sur ces enjeux-là. Puis finalement, je me rends compte une évolution des mentalités, une ouverture d'un bord et de l'autre. Puis là, je me rends compte, finalement, 10 ans plus tard, que c'est peut-être pas si positif que ça, finalement. Peut-être qu'on n'a pas tant avancé d'un côté comme de l'autre. Je sais pas. Je me questionne. Je sais pas. Mais moi, je me demande si ce soir, par exemple, on est vendredi, là, s'il y a une fille qui sort dans un bar ce soir et qu'il lui arrive quelque chose de vraiment malheureux, je me demande si elle va utiliser le fameux tribunal demain matin ou si elle va pas l'écrire sur Facebook, qu'est-ce qui lui est arrivé. Moi, Oui, j'aurais souhaité avec MeToo que la réponse ce soit évidemment qu'elle va aller porter plainte dans un poste de police. Si elle a l'intention d'utiliser les réseaux sociaux demain, je me demande si on a effectivement mais avancé. Rémi, je pense que c'est plus complexe que ça aussi parce que le système de justice, c'est comme notre système de santé, il est inadéquat pour beaucoup de choses. Pas que nos acteurs sont... les procureurs, etc., je veux dire, ils font leur travail, les policiers font leur travail, les intervenantes des CAVAX font leur travail. C'est juste que le système, là, il s'écroule. Financièrement, c'est vétuste, là. C'est fou, là. Quand tu le vis, tu te rends compte, c'est aussi pire que le système de santé, pratiquement, dans le sens où les délais sont immenses. Mm-hmm. Et comme il y a quand même beaucoup de demandes, il y a peu d'élus, tu comprends? Alors, on veut bien prendre les plaintes, etc., et ils les prennent, mais c'est complexe. Puis comme c'est criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, si tu vas porter plainte, il faut que tu t'assures que c'est très compliqué, là, porter plainte, puis après que la plainte soit retenue. Et, autre question, est-ce qu'on veut, je répète, judiciariser tous les cas? C'est lourd, judiciariser une histoire comme ça. Après, si c'est une agression sexuelle dans un bar, etc., il y a matière, là, vraiment. Mais c'est pour ça que
c'est important d'investir dans d'autres voies qui sont peut-être moins lourdes que la judiciarisation. Mais c'est ça. Mais il y a une méfiance, il y a une méfiance à l'égard des institutions qui fait en sorte que plein de personnes qui vont vivre des violences vont peut-être pas oser parce qu'ils ont peur du système, que ça a l'air compliqué. Il y a aussi peu de travail de sensibilisation et d'éducation à c'est quoi le système de justice. Tu sais, moi, des fois, je parle aux gens, puis c'est comme... On ne sait pas c'est quoi la différence entre le civil et le criminel. Ben oui. Accusation et condamnation. Je tiens aussi à dire quelque chose, là, tant qu'à se parler. Ben oui. Il y a un service qui est offert maintenant dans les universités, les cégeps, pour des personnes qui vivent des agressions. Et c'est offert par Novum. Dans certaines universités, ça fait partie des assurances collectives. Si tu veux, par exemple, demander de l'aide à l'IVAC, ça veut dire que si tu veux, tu n'es pas obligé de porter plainte, mais si tu as vécu une agression sexuelle dans un bar puis tu veux avoir de l'appui psychologique, etc., Novum peut t'aider à faire cette demande. Novum peut t'aider à poursuivre au civil. Puis ça, c'est pas hors de tout doute raisonnable pour une agression sexuelle, c'est 50+1 dans la fardeau de la preuve. Et Novum peut t'aider aussi pour porter plainte. Donc, je veux juste le souligner parce que ça change tout. Mais il y a une vraie peur, une vraie méfiance à l'égard des institutions. Comme quand on parle du système de santé, qu'on chiale, bien, je pense qu'il y a une vraie méfiance envers le système de justice. Puis il y a du bon comme il y a du moins bon. Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent, puis il y a du monde qui sont pas mal dévoués dans ce système-là, qui est un gros paquebot. Moi, je salue tout le temps Maître Bérubé qui m'a accompagné au procès, un gars de Québec que j'adore, un procureur extraordinaire. Il faut les souligner aussi, les bons coups. Il faut, effectivement. T'sais, si je peux me permettre, même l'enquêteur aux agressions sexuelles, Daniel Raymond, était extraordinaire. Il était formidable. Il était d'une grande écoute. Puis... Le juge, c'était un homme? Oui. Puis il y avait aussi Sophie Chédy qui était enquêtrice. Puis tu sais, ça change tout quand tu es bien accompagné. Ouais. Je veux qu'on parle de drague pour terminer. Oui. Ça te tente-tu? Ben oui. Ben non, parce que c'est le même sujet finalement. Parce que, tu sais, moi j'ai 32. Toi, tu as 73. Mais c'est ça. Mettons, tu sais, nous on est des vieux. Mais les jeunes qui grandissent, mettons, les filles, les gars, qui grandissent dans un monde où il y a eu MeToo, ils se font parler de masculinisme, puis c'est un fait, là, ça existe. Je l'ai dit tantôt, je le dénonce. Est-ce que tu penses que ça affecte la découverte de la gente féminine si t'es un gars? Comment ça affecte les filles, leur rapport aux garçons? Là, on parle des jeunes. Là. Je sais pas, je trouve que... T'as des jeunes enfants, mais ils sont trop jeunes pour que tu puisses te mettre... Moi, j'ai jamais vu de différence. En tout cas, personnellement, là, dans mon entourage, j'ai jamais vu une différence avec... depuis le MeToo sur la drague, là. Non? Ah non, moi non, vraiment pas, là. J'ai jamais vu... En tout cas, c'est peut-être mon environnement, puis comme je te dis, je suis plus vieille et tout. C'est-tu plus délicat? C'est parce que, regarde... Je le sais pas. Je vais te donner un cas précis. Je suis vraiment poche. J'ai parlé avec une fille l'autre jour, puis je lui demandais... elle est célibataire. Puis je lui dis, c'est quoi que tu cherches? Puis là, elle me dit, écoute, moi, je cherche un gars, tu sais, un gars aventurier, qui prend des initiatives, entreprenant. Okay. Elle m'a même dit intrépide. Moi, j'ai été vérifier ce que ça voulait dire. Puis là, c'est ça, intrépide, c'est quelqu'un qui est de l'avant. Là, t'sais. Puis là, elle a même fini en me disant, un gars mâle. OK. Et là, je me suis dit... Ben c'est correct. Ben je sais, c'est parfait. Ça qu'elle veut. Ben, soit dit en passant... On la salue. Soit dit en passant, c'est pas mal souvent ça qu'on me dit. C'est-à-dire que souvent, les filles me disent que c'est ça qu'elles cherchent. Parce que toi, tu vas en date puis on dit ça? Non. Mais je parle, moi, aux gens. À toutes sortes de gens autour de moi. Okay. Puis, non, c'est pas en date. Je demande à des amis, à des filles qui sont dans un party. J'entends parler de drague, j'arrive, je me pointe. Et souvent, c'est ça. C'est pas une recherche quantitative. Je suis pas capable de dire que c'est 95% de ce qui ressort. Mais c'est pas minoritaire. Et là, je me dis, mais pourtant, me semble que c'est pas ça qu'on nous dit, là. On nous dit que l'homme moderne, c'est pas ça, là. C'est pas forcément quelqu'un de mâle, parce que mâle, justement, c'est animal. Donc, je me dis, c'est pas évident pour les garçons, jeunes garçons, de faire la part des choses. Ah oui, dans ce contexte-là, de que c'est quoi le modèle? On s'en va où avec ça? C'est ça la question, là. Ben, c'est-à-dire que avant, c'était peut-être trop brusque, le modèle qu'on s'imaginait. Par contre, il y avait le mérite d'être clair. Mettons. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si un garçon... Moi, j'ai envie de dire, soyez vous-même. Arrêtons de se poser des questions sur comment être, l'éthos
moralisateur m'énerve réellement. Je veux dire, ça me gosse. Il n'y a pas de modèle pour toi, là. Mais non, les gens peuvent bien vivre ce qu'ils veulent être. Là, je veux dire, c'est correct. C'est quoi un gars pour toi? Regarde, un vrai gars, là. non, mais je ne vais pas parler de mes préférences parce que ça... En tout cas, non, mais en fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire que je suis pour la diversité des modèles, mais moi, j'ai un genre particulier que je nommerai pas on-cam parce que... C'est correct, ça m'appartient. Ben oui. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de vrai gars ou de faux gars, mais je pense qu'on peut s'assumer aujourd'hui en 2026. Tu sais, si un gars a envie d'être gars, ben qu'il soit gars. Si un gars, gars dans le sens plus norme traditionnelle, ça lui appartient. Si un gars a envie d'être non-binaire, puis finalement changer sa trajectoire, ça lui appartient. Si un garçon veut adhérer à des normes plus féminines, ça lui appartient. Mais il n'y a pas personne, en tout cas moi personnellement, comme féministe, j'ai jamais dit « Hey, on va t'émasculer. » C'est pas ça, là. Pas du tout. Tu sais, et autant, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait « Oui, mais t'es féminine. Comment tu peux être féministe et féminine? » Ça n'a rien à voir. Je veux être qui je veux. Et je veux avoir le contrôle de mon corps, de mon apparence. Puis si ça me tente d'avoir des faux ongles, je vais avoir des faux ongles. Puis ça m'appartient. C'est la liberté d'être, je pense, qui est fondamentale. Puis moi, j'aime les personnes qui sont libres, puis qui sont bien dans leur peau. Puis je suis sapiosexuelle. Ça veut dire que tu aimes les gars intelligents. Oui, j'aime vraiment. Ben oui. C'est tout. C'est correct. That's it. Ben c'est bien correct, ça. Fait que tu as fini par le dire. Bon, j'ai dit, c'est ça. Merveilleux. C'est ça. Moi, j'aime les gars qui sont intelligents. J'ai même pas intelligents. gratté, Colin. C'est arrivé tout seul. J'aime les gars qui sont intelligents, respectueux, puis qui me traitent pas de charrue. Non, c'est pas vrai, mais il y a un peu... Non, c'est une blague. Mais à un moment donné, puis ça, c'est la partie croustillante de ton balado. Ouais, OK. J'étais à Paris, sur une terrasse, et il y a un homme qui m'aborde et qui me dit, je vous le jure, « Ah, la pétasse d'Amérique! » J'étais comme... Il t'avait reconnu? Non. C'était sa Il t'avait entendu parler? Oui. Ben, avec mon accent keb, là, parce que quand je suis en France, je prends pas un autre accent. La pétasse d'Amérique. La pétasse d'Amérique, j'étais comme, hey, toi, là, ça va être un gros non pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Et pour demain? C'est non. C'est terminé. Tu me parles plus jamais. Mais tu vois le genre. Mais donc, bref, tu sais, moi, les gens libres, respectueux, égalitaires, qu'ils embrassent leur virilité ou non, ça me dérange pas. Qu'ils soient bien. OK, mais attends une minute, tu penses que tu as dit le mot magique, virilité. Bon. C'est peut-être ça d'abord que je devais... quand je t'ai demandé c'était quoi un vrai gars... Moi, je trouve... Mais virilité, oui. C'est quoi viril? Ben, la virilité, dans les normes peut-être plus masculines, tu sais, on réfère plus à la force, une certaine présence, je dirais, qui... T'en connais-tu des filles qui aiment les gars non virils? Oui, j'en connais. Mettons, oui, on les nommera pas. Non, mais bien sûr, c'est ben pas oui, ça. Ça existe. Puis il y a des gars qui sont pas virils puis qui n'ont pas le goût d'être virils. Puis il y a des gars qui ont le goût d'être virils puis qui sont virils. Il y a des gars pas virils. Je suis au courant, mais je veux dire... Il y a des hommes virils aussi qui sont pas Andrew Tate puis qui sont pas dans domination, heureusement. Puis il y a des hommes qui sont pas virils et qui sont dans la domination également. Tu sais, il y a toutes sortes de personnes, finalement. Mais, c'est un peu flou, ce que je te dis. Je tourne autour du pot. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, t'es honnête avec toi-même, on dirait. Parce que moi, je m'empêchais de te le dire. Je fais attention à ce que je dis. Parce tu que fais bien. fois... fais juste pas dire le mot charrue, puis tout va bien aller. écoute, non, ça reste. Écoute, non, c'est parce que, regarde, quand je te dis, tu connais-tu des filles qui aiment les gars non virils, tu me dis oui. Mais avoue que la majorité des filles aiment les gars virils. Léa. Là, à moins que j'ai mal voyagé, que j'aime. Attends, je réfléchis, là. C'est pas obligé d'être 95 %, mais mettons que c'est 70, là. T'es-tu d'accord? Écoute, j'imagine que c'est tellement difficile à dire parce que, tu sais, mes amis, mettons, sont toutes matchées depuis un certain temps. Oui, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas avec un homme viril qu'elles aiment pas les gars virils. Là. Ça se peut se tromper dans la vie, là. Ouais. Puis assumer son erreur, puis dire correct. c'est plus simple de même. Non, mais écoute, quand tu correct. parles avec une fille, tu sais, les filles, elles aiment les gars virils. Ben, beaucoup, oui, certainement. Bon, OK, d'accord. Mais... Ben, c'est correct, ben oui. Ben, écoute, c'est pas moi qui vais dire que c'est un problème. Mon point, c'est que même si on dit il n'y a pas de code, il n'y a pas de façon d'être un gars,
c'est fluide. C'est tout le monde. Moi, je crois pas vraiment à ça. Tu sais, je suis un peu plus conservateur que toi. Ben oui, Puis- paraît que t'es-tu un petit peu conservateur ou pas? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais c'est pas comme. Ça veut pas dire. Moi, mon conservatisme, il est plus original que ce que tu peux peut-être imaginer. C'est pas que je suis seulement attaché à des valeurs traditionnelles, c'est que je crois à une telle chose que, par exemple, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme. C'est-à-dire que moi, ça ne veut pas dire que tout le monde doit rentrer dans la case, mais les femmes ont toutes quelque chose en commun. Les gars ont tous quelque chose en commun. Oui, mais ça, ils ont. Je veux dire, Ah, ben regarde, tu as vu, c'est peut-être même, je dis rien, finalement. Je dis des banalités. Mais ouais, mais en fait, je pense que tu sais, c'est ça. Il existe une pluralité de genres, puis c'est bien correct, mais il existe aussi un genre féminin puis un genre masculin qui est, tu sais, à la fois construit, à la fois, il y a des différences qui sont biologiques également, tu sais, mais tu sais, moi, c'est juste, je tombe pas dans un essentialisme des rapports humains, là. Donc, je me dis pas, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Par contre, Mais dans cette complexité du monde qui est le nôtre, il existe aussi une telle chose qui est la virilité, que certaines femmes préfèrent, que d'autres préfèrent pas. Moi, si on parle de préférence personnelle, puisque c'était la question, ben, oui, ça peut me plaire. Bon, c'est dit. Écoute. Hey, j'ai tourné autour du pot, Je hein? pense que je vais me lancer dans la psychiatrie. J'ai là-dedans, j'ai réussi à arracher des. Écoute, c'est quoi que Les petites confidences. c'est quoi que tu préfères chez les femmes, toi? Chez les femmes, dans le sens général du terme, Ouais. qu'est-ce que j'aime le plus? Ouais. Bien, en fait, chez mes amis, j'aime beaucoup l'écoute. L'écoute. Vous êtes bonne là-dedans, hein? Je pense que oui. Tu sais, quand je vais mal, ou ben je vais pas toujours mal, mais si maintenant j'ai une épreuve ou quoi que ce soit, personnel, mes amis sont souvent là pour moi. Tu sais, et je suis là pour elles. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Cette sensibilité-là à l'écoute que je vais moins retrouver chez certains amis garçons. Mais c'est peut-être pas toujours le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a une socialisation qui fait en sorte que il y a moins ça dans les amitiés, peut-être. Mais les filles, ce qui est remarquable avec vous, c'est que vous aimez ça écouter. Mais toi aussi, là, tu as l'air d'aimer ça écouter. Oui, mais moi, j'aime ça écouter. Mais mettons, je pense que les gars, c'est un peu moins le cas. Est-ce que tu aimes écouter? Mais moi, j'aime ça, oui, parce que j'aime apprendre. Fait que c'est sûr que là, tu m'apprends plein d'affaires. Là. Fait que Est-ce que tu écoutes tes amis? Oui, bien sûr. OK. Mais je suis quand même capable de dire que c'est plus féminin. C'est-à-dire que je l'ai remarqué chez plus de femmes. Ben, en Puis- tout cas, puis il y a une c'est pas- socialisation. Je ne sais pas si on apprend ça dès l'enfance. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose. En tout cas, moi, je le retrouve. Puis ça fait. C'est vraiment quelque chose de beau. Puis je remarque lors des séparations, tu sais, des peines d'amour, là, parlant de drague puis de ça, que des fois, c'est plus difficile pour certains gars, justement, de trouver l'écoute quand on ne l'a pas cultivé, quand on ne l'a pas appris. Les gars, il y a des gars, il y a des genres de dictons. Là, tu sais, comme, c'est comme c'est une tâche. Écouter son ami, souvent on dit que c'est comme une tâche. Tu sais, OK, là, il faut que j'appelle mon ami, il va pas bien. Mais je te dis, les filles aiment ça. Puis il y a même des fois où je me demande, et là, c'est peut-être mon esprit qui est trop malicieux, mais je me demande si des fois les filles aiment tellement ça s'écouter que c'est parce que lorsqu'elles écoutent quelqu'un qui est en train finalement de leur raconter ses problèmes, elles sont pas en train de se consoler elles-mêmes. Ah C'est-à-dire, oui, c'est- OK. Ben c'est susciter l'empathie. Moi, je peux te dire une chose, je suis pas la personne qui aime le plus se déblatérer sur son jardin intime. Oui. Donc, tu sais, des fois, l'écoute comme ça, je le vois chez les autres beaucoup, mais je suis peut-être pas la meilleure psychologue. Ben, c'est correct, ça. Si tu le reconnais toi-même, Je le reconnais. c'est déjà bien. Mais- Qu'est-ce que tu préfères chez les hommes? En fait, ben, c'est Tu quoi, l'as là? dit C'est tantôt un les peu. hommes qui me plaisent ou les hommes en général? Ou C'est les la même hommes qui affaire me qu'avec les filles. séduisent? Même question. Les hommes qui me séduisent et qui me plaisent le plus, ce sont ceux qui, justement, sont ouverts d'esprit. Tu sais, qui sont capables qui sont curieux. Comme la curiosité, pour moi, c'est fondamental. Si tu t'intéresses pas au monde dans lequel tu vis, peu importe tes opinions, je te trouve plate. Puis tu m'ennuies. Je suis très ennuyée rapidement par les Tu gens. m'ennuies, c'est Oui, tu tellement ça, m'ennuies, hein? puis je m'en vais. Genre, je suis comme... Ben oui, je comprends. Je trouve ça dommage. J'aime les gens qui sont curieux de leur environnement, qui sont émerveillés aussi. J'aime l'émerveillement chez les gens. Et chez les hommes qui me séduisent, puisque c'est ça la question, j'aime les hommes qui sont capables de lire de la poésie, puis d'être émerveillés, d'écouter des films, puis de s'émerveiller, d'être émerveillés par l'amour, d'être émerveillés par la beauté du monde dans lequel on vit. J'ai besoin de ça chez les gens et chez les gars.
Puis les hommes qui sont comme ça me ravit. Ah, fait que t'aimes les gars qui ont quelque chose d'autre en dessous de la glaise. Ah ben oui, c'est sûr, sûr, sûr. Oui, oui, oui. Moi, puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est ça, j'étais avec Gisèle Pellico là, cette semaine. Name drop. Non, mais pour vrai, tellement incroyable, cette femme. Puis, Là, tu m'as dit que tu voulais pas qu'on en parle. ah non? Non, j'ai voulu qu'on en parle. J'ai voulu qu'on en parle. Mais C'est t'as pas correct. Mais Ah, non, ben, t'as je te pas. le dis. J'ai rencontré Gisèle Pellico, puis Je t'ai demandé de quoi tu ne veux pas parler. ah, j'avais compris. Excuse-moi, j'ai lu rapidement. Je Ben pensais non. ce que tu voulais qu'on. Ben non, puis tu m'as Ah, dit, je puis suis tu m'as. désolée. Ben non, mais c'est plate, mais tu m'as dit Gisèle Pellico. Puis là, j'étais comme. J'ai tapé ton nom sur Google avec Gisèle Pellico. Je me dis, y a-tu une controverse? Non, Puis non, non. Ah, non, mais je voulais c'est en un. parler. Ah, c'est moi, c'est mon erreur. Alors, Gisèle Pellico, j'ai rencontré Gisèle Pellico cette semaine. Puis, Rappelons c'est qui, là? Gisèle Gisèle Pellico, c'est la Pellico. femme. Bon, 99% du monde savent c'est qui, mais quand même. Je laisse personne tomber. Donc, c'est la femme qui a été. Comment on présente la situation? Ben, en fait, elle a été agressée pendant 10 ans par son mari par l'entremise de la soumission chimique. Il faisait venir des hommes à la maison qui la violaient alors qu'elle était sédatée. Et donc, plus de 80 hommes l'ont violée dans son sommeil. Et il y a eu le procès de Mazan, qui est l'un des procès les plus historiques en France en termes d'agression sexuelle, où on a découvert l'innommable. Cet homme-là est un prédateur, l'un des pires prédateurs de l'histoire de la France, si je peux me permettre. Là. Puis Gisèle Pellico, elle a décidé de lever l'interdit de publication, de vivre le procès. Et les actes étaient filmés. Donc, elle a vu durant le procès qui a duré 3 mois ces actes-là. Elle a vu les hommes défiler. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment l'enfer, ce procès, ce qu'elle a vécu. Donc, tu sais, c'est vraiment une héroïne, Gisèle Pellico. Puis je l'ai rencontrée, elle était tellement résiliente, tellement lumineuse, tellement inspirante. Puis je la regardais, puis j'étais comme, Madame Pellico, vous rayonnez. Puis il y avait de l'amour dans ses yeux et je savais qu'elle était amoureuse. C'est une histoire extraordinaire. Après le procès, elle a rencontré un homme, elle habite à l'île de Ré en France. Puis cet homme-là, qui était un homme que j'ai rencontré finalement, qui était un petit peu lui aussi brisé parce qu'il a été 10 ans aidant naturel pour sa femme qui est morte assez jeune, à 64 ans. Puis tu sais, il était veuf, plus d'amour, seul. Gisèle Pellico était un peu veuve symboliquement. Puis il y a des amis qui les ont fait rencontrer à 70 ans. Et ça a été l'amour total. Et Gisèle Pellico me disait, ce qui me raccroche aussi, c'est d'avoir trouvé l'amour. Puis l'homme qui l'accompagne dans tous ses voyages, parce qu'elle a fait le tour du monde, s'est rendue une star internationale, il est remarquable. Je le regardais, là, puis tu sais, c'était quelqu'un de tellement respectueux, tellement à l'écoute. Puis Gisèle Pellico, l'amour l'a propulsé aussi dans sa résilience et le bonheur, puis j'ai trouvé ça beau. Donc, je sais pas pourquoi je parle de ça, je parle d'amour. Ah, parce que l'amour, pour moi, c'est un remède, justement. Tu sais, c'est un moteur. Et pour voir un monde plus égal. Puis c'est ça. En tout cas, bref. Ben, c'est beau ce que tu dis. Puis, tu sais, encore une fois, moi, c'est mon esprit malicieux, mais je veux dire, je savais qu'elle avait rencontré quelqu'un. Puis, ça m'a quand même traversé l'esprit juste quelques secondes Ouais. de me dire Comment qu'elle fait? non, pas ça. Lui, c'est quoi qu'il y a derrière la tête exactement, tu sais? Non, Parce non, que- non, 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 non. c'est non. un bonhomme. Écoute, je l'ai rencontré, Bon, ben, là. tant mieux. Il est formidable. OK. Comme il y a... Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que, tu sais, Oui, oui, tu te dis, coudonc, il est-tu croche, lui, là? Parce ben, que... c'est parce que elle est connue, tu sais. Mais c'était en tout cas, je ne vais pas raconter les détails. Là. Non. Je ne peux pas raconter ces détails-là parce que j'ai des confidences. Là. Mais en tout cas, je peux dire une chose, c'est bonne personne. respectueux, puis ça y fait du bien. Puis moi, j'ai comme un radar à bonne personne, là, puis ça, je pense que ça va bien aller. Est-ce que je suis une bonne personne? Ben oui. Ah, yes, merveilleux. Écoute, on va terminer sur un... Je suis vraiment comme une espèce de gougoune. Hein? Je suis comme des bons sentiments. Je suis mielleuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je t'ai pogné dans une bonne journée. C'est parfait, ça. Non, je suis tout le temps comme ça. Oui, OK, parfait. C'est beau. Il va falloir que tu reviennes. On Je suis vérifiera. mielleuse. Là, les gens vont me trouver doudoune, mais c'est comme ça. Moi, je pense que les gens vont t'adorer, Léa. On parlait de correct. Gisèle il y a quelques instants. Ça, c'est toute la notion du consentement. Tu as travaillé sur un... Ah comment oui. On s'écoute. Oui, c'est... Peux-tu nous parler de ça? Ben, J'ai vu la vidéo. Oui. Ben, en fait, c'est une campagne, encore une fois, rester dans le positif et l'espoir. Post-MeToo, on a remarqué qu'il y avait un travail à faire dans les écoles et les universités sur la question du consentement parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe, puis ce dont tu parlais, il y a comme une espèce de ressac, mais il faut quand même continuer à expliquer le consentement. Tu
Puis des fois, je sais que ça peut avoir l'air tannant puis moralisateur, mais c'est un travail d'éducation à la sexualité qui continue et qui voilà. Donc, depuis 3 ans, on fait une campagne dans les universités, les cégeps, sur la prévention des violences à caractère sexuel, parce qu'on se rend compte quand on va sur le terrain que c'est vraiment pas tout le monde qui sait ce qu'est le consentement. Gisèle Pilico, les 80 hommes qui sont allés la violer, évidemment, c'était des gens qui étaient très mal intentionnés, mais on a découvert à quel point plusieurs ne savaient même pas ce que c'était le consentement. Donc, bref, on fait cette campagne-là depuis 3 ans. Puis cette année, en fait, on s'est intéressé à ces discours-là, comme ceux d'Andrew Tate, qui banalisent les violences sexuelles. En fait, l'objectif de cette année, c'était vraiment de déconstruire ces discours-là qu'on entend, que tu qualifiais tout à l'heure un peu de loser. Ben, tu sais, par exemple, dans ces discours-là, on retrouve l'idée du body count, qu'un homme ne doit pas fréquenter une femme qui a eu plus de 5 relations. C'est 3, en fait, en plus, dans l'exemple que dans la vidéo que vous Oui, donnez. oui, puis c'est des vraies citations. Donc, on travaille là-dessus, puis en fait... Si une fille n'a pas couché avec 3 gars dans sa vie, ben, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Ben là, je sais pas. Là. Moi, je suis complètement... Peuvent coucher avec qui elle veut, là? Hey, on peut-tu faire ce qu'on veut de notre corps, tout le monde, s'il vous plaît? Bref, donc on fait cette campagne-là, puis tout simplement, on va dans les écoles on a un guide pédagogique un petit peu, on a des ateliers dans les écoles à travers les universités, les cégeps. C'est disponible sur onsécoute.com. Puis aussi, cette année, on a un ajout, on travaille avec des influenceurs, notamment des filles et des gars, qui s'adressent à un public plus large pour essayer de parler à plus de gens que possible, pas juste rester dans notre petit cercle, parce que c'est une campagne nationale, c'est une campagne qui est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Puis, ben c'est ça. Donc, on a aussi sur onsécoute.com, je veux juste le dire, là, s'il y a des gens qui ont vécu des violences de toutes sortes, on a toutes les ressources du Québec qui existent là-dessus. Tu es à Sherbrooke, on a une carte, tu pèses sur la carte. C'est quoi tes besoins? Tu veux-tu de l'aide psychologique? Tu veux-tu, je sais pas, porter plainte à l'université? Est-ce que tu veux de la justice réparatrice? Donc, on a toutes ces ressources-là. Puis, c'est de la sensibilisation, finalement. Donc, c'est tout. Ben, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Si oui, c'est pas mal. Les gens qui vont regarder l'épisode puis qui vont se rendre jusqu'à la fin et qui te connaissent et qui me connaissent moins bien, mais ils vont peut-être te dire que j'ai déjà dit à la radio. Oui, je me rappelle. Sur l'éducation, là. Bon, ben, je suis content que tu en parles parce que j'avais fait une chronique sur le nouveau cours de CCQ. Oui. Qui parle de consentement au primaire à des jeunes. Tu trouvais ça trop jeune? Ben, c'est parce que, en fait, moi, tu vois, secondaire et cégep, je trouve ça important, mais je suis même pas sûr qu'un enfant de 8 ans sait c'est quoi, en fait, être amoureux. Donc, je trouvais que c'était... J'avais un peu de difficulté à imaginer que ça y rentre déjà à la base dans la tête. Et moi, je suis partisan d'une enfance... la guerre des tucs, là. C'est-à-dire, on ne parle pas de politique aux enfants, on leur parle pas de ces affaires-là, puis à un moment donné, il faut se mettre à en parler. C'est pas que je suis contre le consentement, encore une fois, c'est mal récupéré, c'est que je trouve que on n'obtient sûrement pas l'effet escompté en gavant. Ah, mais là, attends un peu, là, ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans, comme comment est-ce qu'on enseigne ça, puis... T'aurais dû me challenger là-dessus. Tu gardais ça dans ta tête puis t'attendais peut-être que j'en parle? Non, mais j'étais comme, j'avais pas compris ta prise de position, mais parce que en fait, au primaire, moi, je trouve ça super important, puis même à la garderie, parce que, excuse-moi, mais il y a des violences sexuelles qui se font à l'enfance, comme... Ce qu'on m'a dit, moi, c'est que... Puis ça, c'était l'angle mort. J'avoue que j'avais pas réfléchi à ça. C'est la Fondation Marie-Vincent là, qui travaille sur la question des violences sexuelles à l'enfance. Je veux dire, moi, j'ai des enfants... Des parents aux enfants ou des adultes aux enfants, c'est ça? Oui, exactement. Ben, c'est ça. Mais moi, j'avais pas vu ça de même. Moi, je pensais que... Mais non. Non, mais moi, c'est ça. On apprend. Des fois, on se trompe. C'est correct. Moi, j'avais compris que ce cours-là, c'était pour enseigner à un jeune de 6 ans ou 7 ans, parce que c'est ça. On y enseigne la notion du consentement en fonction de ses camarades de classe. J'étais comme, non, mais ils sont pas là. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des parents aussi. Il y a des adultes. Non, mais fait moi, je trouve ça super important parce qu'en plus, tu sais, j'ai des enfants, puis on est tous un peu vigilants là-dessus, là, surtout... En tout cas, moi, je suis particulièrement vigilante à l'enfance parce que ça arrive, hein? Tu sais, il y a des crimes sexuels qui arrivent à l'enfance perpétrés par des gens mal intentionnés. Ce qui me tue, ce qui m'écoeure, il n'y a rien de pire pour moi, là. Vraiment, ça vient me chercher. Puis, je ne sais pas, tu te rappelles quand on était jeunes ou même si c'était avant nous, tu sais, mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Il y avait une chanson, mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. En tout cas, c'était il y avait autre chose dans mon Discman, mais... OK, mais c'était une campagne gouvernementale sur la prévention des violences à caractère sexuel
dès l'enfance. Puis sais-tu quoi? J'étais en Belgique la semaine passée avec plein d'intervenants jeunesse sur les questions de violence. Et cette campagne-là, qu'on trouvait peut-être lourdasse à l'époque, est encore utilisée en Belgique parce qu'elle a fait ses preuves. Puis en fait, moi, pour la question du consentement de l'enfant, je trouve ça important parce que souvent, les enfants, ils vont utiliser d'autres mots, mais s'ils vivent quelque chose, il faut qu'ils soient capables de lever la main. Puis c'est comme un filet social. Donc, ça dépend comment c'est fait. Et là, le deuxième point que tu abordes, c'est est-ce qu'on veut une éducation qui soit moralisatrice et culpabilisatrice. C'est peut-être ça qui vient te chercher. C'est peut-être ça que tu trouves. Non, c'est juste que j'avais pas regardé à la bonne place. Moi, je pensais on les connaît pas, effectivement, ces programmes-là de prévention. On avait des templates du cours de CCQ, puis moi, je me disais, on veut expliquer à des jeunes de 7 ans qu'il faut qu'ils aient le consentement et qu'ils expriment leur consentement dans leur relation avec leurs camarades. Je me disais, mais ils sont pas là. Oui, mais le programme de CCQ, quand tu regardes la plateforme, évidemment pour le consentement, c'est très flou. Là, comme, je veux dire, moi, je regarde le programme de CCQ, puis je suis comme... Même comme prof, comment tu appliques ça? C'est comme très flou, c'est des concepts très larges. Puis sérieux, le 3/4 doit être mal c'est compliqué, là. C'est des notions complexes. Donc, bref, c'est pour ça que des fois, ça prend des outils pédagogiques pour nous aider. Puis, il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à ce sujet. Non, j'ai comme je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais bref, tout ça pour dire, je trouve ça important de parler jeune de ces enjeux-là, mais bien le faire. Puis voilà où je voulais m'en venir. J'ai retrouvé mon idée. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant au Danemark, qui est un programme qui s'appelle Free for Libérer, je pense. Ça s'appelle donc Libérer de l'intimidation. OK? Puis le programme, plutôt qu'axé sur culpabiliser ou dire ne sois pas violent, il va vraiment développer l'empathie dès la garderie dans les expériences de groupe. Puis quand tu dis l'empathie, là, c'est pas juste un concept. C'est l'appliquer concrètement dans les expériences de groupe. Et c'est un programme qui a fait ses preuves parce que c'est implanté depuis 2005. Puis depuis 2005, il y a eu une baisse de 20 à peu près d'intimidation dans les écoles, comme démontré. Et là, la France sont en train d'appliquer ce modèle-là. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est au-delà, justement, de la question des violences. C'est comment être un bon humain, comment interagir, comment être civilisé, justement, dans le monde dans lequel on est, qui est tellement incivilisé. Puis, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est à explorer. Merci, Léa Clermont-Dion. C'était le fun. C'est tout? Ben oui, c'est tout. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Est-ce que tu veux nous lire du George Sand? Ah, mais ça c'est sûr que ça me plaît, là. Ça, c'est sûr que le fait qu'il y ait ce livre-là ici, c'est très positif pour moi. Ça m'inspire. Bon, ben ça restera un mystère si c'était calculé ou pas calculé. Est-ce que c'était pour... Je laisse ton imaginaire mais merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. C'était un très bel épisode. Si vous aimez ce qu'on fait, bien, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Il y a une façon totalement gratuite. Vous vous abonnez à la chaîne, vous commentez, vous partagez, vous en discutez. Si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, il y a Patreon, le lien est dans la description. Sinon, vous nous rejoignez sur YouTube. Vous pesez sur Joindre, Rejoindre. Ça vous donne, je l'ai dit, aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, à du contenu exclusif pendant 3 mois. Et une fois de temps en temps, vous pouvez assister à l'enregistrement d'épisodes en studio. Ciao, bye, à mardi.